Bienvenue sur ATV, la télévision qui vous sourit depuis la brasserie populaire de la Bourse. Bonsoir Max. Bonsoir David, en forme? Oui, comme tous les mercredis. Je vois que tu as mis le pull. Hein. Et ça a un peu rafraîchi là, ces derniers temps. Là. Ils nous avaient annoncé de la neige pour hier, maintenant c'est pour demain. C'est un peu comme les politiques, ça, tu sais. Ça va et ça vient. Hein. En parlant de politique, vous savez qu'on est en pleine campagne, que votre dévoué Max se présente, c'est officiel. Et je vais mettre en vidéo ma demande de parrainage. Donc Jean-Marc, si tu veux bien préparer la caméra, le nouveau cadrage pour l'enregistrement. Un mot sur Jean-Marc, vous ne le voyez jamais, bien sûr, il est aux manettes, il est au cadrage, il est au pupitre. Vous avez vu qu'il y a un logiciel qui permet de faire un journal assez sympa, rythmé. Jean-Marc est avec moi depuis la première heure, c'est-à-dire que cette télévision Internet, elle est en route depuis 2006. Donc on a fait ensemble un bon millier de reportages dans les 3 régions là, limitrophes, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et PACA. Et donc, on vit ensemble cette épopée. Il m'a tout appris, hein, le cadrage, le montage, la réalisation. J'ai trouvé dans ce nouveau métier que j'exerce depuis 5-6 ans maintenant un véritable intérêt. C'est un passionné. Bon, on galère tous les deux, mais on est toujours là. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, je salue Jean-Marc pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc, on est prêt. Après, je reviendrai sur le journal, je vais mettre mes lunettes et je vais vous lire ma demande de parrainage qui va être envoyée à 36 000 maires. Madame, monsieur, maire de votre commune, ma candidature peut vous paraître tardive. Elle est le résultat de nombreux témoignages d'encouragement de personnes de tout âge et de tout horizon. Suite à mon engagement sur les réseaux sociaux Internet, relayé par les médias locaux Midi Libre et nationaux Canal+. Vous pouvez suivre ma campagne au travers mes différentes vidéos postées régulièrement et visibles aussi sur ma page Facebook Votez un Max. À ce jour, j'ai pris la décision d'aller jusqu'au bout, mais avec quels objectifs? La reconnaissance du vote blanc en est la priorité. En exploitant mon nom de famille, je pourrais donner corps au vote blanc et représenter une majorité silencieuse qui a choisi l'abstention, le vote nul, le vote blanc et parfois les extrêmes. Alimenter le débat démocratique sur des sujets occultés par les principaux candidats en est la deuxième. Je pense en particulier à ceux étroitement liés au monde impitoyable de la finance. Voir ma vidéo explicite concernant l'aberration de l'article 23 du traité européen de Lisbonne, principale cause de notre endettement. Redéfinir une charte d'exemplarité et de bonne conduite de l'élu du peuple souverain en est une autre. Remettre au cœur du débat les directives de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1793, pourrait en être la cause essentielle, tant nos classes dirigeantes s'en sont éloignées. Si vous doutez de la pertinence de mon engagement, vous pouvez aussi me suivre sur ma web TV, atv1.fr, où je réalise un journal en direct tous les mercredis à partir de 18 h, comme c'est le cas en ce moment.
Je n'ai aucune ambition personnelle, mais il est de notre devoir de relayer le désespoir des citoyens français de tout âge et de toutes conditions sociales qui ne savent plus vers qui se tourner et qui se sentent exclus de notre société. Vous le savez bien mieux que moi, d'autant plus que vous n'êtes pas épargnés dans votre fonction. À ce titre, je demande votre soutien et votre parrainage pour sensibiliser une classe politique qui ne nous écoute et ne nous respecte pas, et donc ne nous représente plus. Grâce à vous, j'aurai l'honneur de personnifier une population au bord de l'explosion sociale en invoquant, si besoin dans le débat, l'ultime article 35 de la Constitution des droits fondamentaux du citoyen de 1793. Quelle que soit votre décision, et en vous remerciant de votre attention, soyez assurés de ma cordiale considération citoyenne. Bon, allez, c'est Jean-Marc qui nous refait le cadrage. Je pense qu'on reprendra une phrase de Jean-Marc. Alors, mon David, actualité de la brasserie. De la brasserie. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Alors, ce samedi, grosse fête avec les supporters des Crocos. Tout s'est bien passé. Ton cousin Patrick Blanc était ravi. On a eu Il y a eu le tirage de la tombola. Le tirage de la tombola, d'ailleurs, que tu as gagné. Et voilà. C'est un signe. J'ai gagné un magnifique lot. Ah, donnez-moi-le, voilà. Non, mais attendez, c'est un signe, ça. C'est un signe. Donc, j'ai participé à la loterie organisée par le club de supporters de Nîmes Olympique. Et regardez ce que j'ai gagné. Regardez Voilà. si c'est beau, ça. Une série de casseroles avec un Mont Bazillac. Je remercie bien entendu ce club de supporters que nous recevons régulièrement. Merci mon Patrick, président des Crocos. Voilà. De l'autre côté. Et puis il y avait l'anniversaire à Jennifer, notre serveuse, qui était tous bien en forme aussi. Ça s'est terminé chez notre ami Patrice au Toto Club. Le Toto Club. Salut Patrice. On a pris un taxi. Cette fois, par obligation. et voilà, donc après le reste de la semaine, un peu frais, un peu tendance neigeuse. Les gens, ils n'ont pas encore retrouvé, même au mois de février, l'engouement de vouloir sortir et être convivial. Donc on refait un concert ce week-end avec Pascal Divol, que tu connais bien, que tu as déjà reçu, Marc Longfils et Jean-Jacques le batteur. Ouais. Donc on va voir, c'est le début du mois, puisque de nos jours en France, arrivé au 12, on est à la fin du mois. Donc, il faut choper le créneau des gens qui sont encore bien fêtards un peu dans la première semaine de chaque mois. Voilà, donc petit concert ce samedi. Eh bien, c'est bien. Alors, la vente de badges que tu as oublié de mettre, je vois. J'ai changé de pull juste avant, je suis désolé Max. Se passe bien. Je rappelle que vous pouvez trouver les badges à la brasserie de la Bourse et puis, bien sûr, au QG de campagne à l'auberge Le Bienheureux à Saint-Alexandre. Et c'est parce qu'en fait, j'ai tellement de demandes que j'ai dû vendre celui que j'avais. Ah oui, ben c'est bien, c'est compris. Et on va en avoir besoin parce que les frais de campagne commencent à arriver. Je vous l'ai dit, la demande de parrainage, bon, je ne vais pas l'envoyer par courrier, forcément, parce que ça me coûterait 18 000 euros, à peu près 36 000 maires comptés à 50 ou 60 centimes le timbre. Ça fait plus. Ça ferait peut-être même plus. Donc je vais essayer d'envoyer par mail, donc j'ai regardé un peu, il y a des organismes qui s'occupent de ça, à des prix intéressants. Donc c'est pas dit que je ne fasse pas aussi un loto, une loterie, moi aussi, fait ce genre de truc pour pas trop se mettre dans le rouge, rester dans le blanc, quoi. Voilà, rester dans le blanc, ouais, comme on dit. Il n'y a pas de souci, mais on est prêt à l'organiser de toute façon. Hein. Eh bien écoute, c'est tout. Voilà, pour moi c'est tout. Donc pas d'invité, on va rester sur la campagne. Et nous avons fait une vidéo avec Jean-Pierre Zapata, que vous connaissez bien, puisqu'il fait partie de l'équipe d'ATV1. Sa spécialité, c'est la finance. Et nous avons parlé de l'endettement. Et quelle est la cause principale de l'endettement en France? Eh bien, Jean-Pierre Zapata nous l'a expliqué d'une manière claire, simple. Ça dure 7 minutes, mais vous ne verrez pas passer le temps.
700 milliards de dettes pour la France, bientôt 2000 milliards. Monsieur Sarkozy, quels sont nos créanciers? Qui sont nos créanciers? À qui devons-nous cet argent? Eh bien, à 40% on peut le savoir, les banques françaises, quelques petits porteurs. À 60% on ne peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que ce sont des créanciers dits non résidents. C'est des pays du Maghreb qui sont riches, c'est la Chine, c'est des banquiers mondiaux, on ne sait pas. Et quand on pose la question, ils nous disent « Ah, mais nous les traités ne nous autorisent pas à divulguer le nom des créanciers. » Vous imaginez, vous Français, vous devez de l'argent à des gens, vous ne savez pas qui c'est. Voilà, vous ne savez pas. Mais ça, c'est une chose, mais ce n'est pas le plus grave. Puisqu'on parle de loi, d'où est venue cette dette colossale, cette dette qui ne peut pas être remboursée et qui ne devrait pas exister. Pourquoi elle ne devrait pas exister? Parce que, un petit peu d'histoire, en 1973, Pompidou voulait faire passer une loi en disant les États n'auront plus le droit d'emprunter aux banques centrales, comme la Banque de France, etc., parce qu'ils empruntent à 0%, ils auront dans l'obligation d'emprunter aux banques privées. Ben voyons, on fait plaisir aux banques, bon, tout va bien en 73, De Gaulle était foncièrement contre ça, mais le jour où il n'a plus été à la gouvernance, évidemment, Pompidou et Giscard d'Estaing ont fait passer cette loi qui dit pas le droit d'emprunter aux banques centrales à 0%, d'accord, mais aux banques privées, toutes les banques que l'on connaît, françaises et étrangères. Pourquoi? Parce que là, vous payez un intérêt. C'est incroyable. Eh bien, cette loi, elle passe. Et cette loi, malheureusement, elle est maintenue. Et elle est maintenue depuis lors, à tel point que, pour vous donner qu'un seul chiffre, depuis 1980 à 2006, une trentaine d'années, les banquiers, eh bien, ont encaissé d'intérêts 1200 milliards d'euros. Vous imaginez ce que c'est. Et pourquoi? Ben, comme ça. Et plus grave, lorsque l'Europe se construit, lorsque le traité de Maastricht est signé, dans le traité de Maastricht, l'article 140 dit, eh bien, il dit quoi? Eh bien, la même chose. Il dit les États n'auront pas le droit d'emprunter aux banques centrales à 0%, ce que font tous les autres pays du monde qui sont un peu moins cons, d'accord? Mais non, ils auront l'obligation d'emprunter aux banques privées, toujours pareil. Pourquoi? Eh bien, pour balancer du pognon aux banques privées, du pognon qu'on prend dans nos poches, évidemment. Hein. Voilà. Le décret est modifié lors du décret de Lisbonne. L'article 140 est modifié. Mais qu'est-ce qui est modifié? Le nom, il devient article 123. Rien d'autre. On est toujours pareil. On emprunte toujours aux banques privées à des taux, élevés. Alors, je ne vous dis pas les taux à l'époque de Raymond Barre où les taux étaient à 14%. Donc, ça vous explique les milliards d'euros qui tombent dans l'escarcelle des banquiers. Et on sait, les banquiers, ils ont une telle manne qui tombe sans rien faire, on sait bien ce qu'ils font de cet argent, on l'a vu avec les subprimes, avec Madoff et compagnie, enfin, j'en passe, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, 1700 milliards, on va bientôt être à 2000 milliards, eh bien, ça ne pourra jamais être remboursé. Et sans cette loi, la dette n'existerait pas. Mais ça fait rêver, la dette n'existerait pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour éponger ça? Il nous manque 180 milliards d'euros pour payer la totalité des intérêts de l'année. Alors, l'État va les trouver. Bien sûr, il va les trouver. Il va les trouver comment? Il va augmenter la TVA. Quel que soit le président qui sera élu, je vous le dis, la TVA va passer probablement à 22, voire plus, parce qu'un taux de TVA, c'est 7 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses, donc 2,5% de TVA, ça couvre quoi? Les intérêts à payer, ça ne réduit pas la dette. La dette qui ne devrait pas exister ne pourra pas être remboursée. Et en plus, on n'a plus de marge, parce que quand on prend l'exemple du Japon, le Japon, c'est 200% d'endettement par rapport au PIB. Nous, c'est 85, bientôt 100%. Hein. 200%. Mais le Japon, il est en train de régler son problème en disant « je vais doubler la TVA au Japon, je vais la doubler et je règle le problème ». Et il a raison, d'ailleurs, ils viennent de le faire. Simplement, quand il double la TVA au Japon, la TVA passe de 5% à 10%. Ça fait rêver, non? Nous, on est à 20%. D'accord, 19,6, on va passer à 22 ou 22,5, voire 25, on n'a plus de marge. On n'a plus de marge nulle part. On est au plafond. Au plafond partout. CSG, TVA. CSG, TVA, impôt sur le revenu. Les Américains ont pris une décision, les plus riches vont payer un impôt énorme maintenant, comme ils n'avaient jamais payé, c'est-à-dire ils vont instaurer une tranche à 30%. 30%, nous on est à 45%, hein.
depuis des millénaires. D'accord? Donc ça fait rêver tout ça. Ça fait rêver et ça inquiète parce qu'on plafonne partout, on n'a plus de marge de manœuvre, d'accord? Et on nous fait les poches sans arrêt. Dans tous les compartiments dont on a besoin pour éponger ces dettes aberrantes qui tombent dans les escarcelles des banquiers, nous n'avons plus de marge. On ne pourra pas. Donc, première des choses à faire, mais c'est impératif, on n'a même pas le choix, il faut déjà abroger cette loi à la noix qui, Barack Obama, dernièrement, se foutait de notre gueule, de la gueule des Européens, en disant « mais moi j'ai 15 000 milliards de dollars de dette, moins que les pays européens réunis, mais quand j'emprunte à 0,01%. » Histoire de payer les timbres, quoi, d'accord? Le Japon, les autres pays aussi. Pourquoi? Parce que c'est normal d'emprunter à 0% à la banque centrale, puisque c'est l'argent des contribuables. Non, eh bien, la France ni l'Europe ne le fait. Une aberration. Première des choses à faire, demander, imposer, questionner les politiques. Qui va abroger cette loi de Lisbonne, ancienne Maastricht, cette loi 123, qui oblige les États, d'accord? Qui l'a fait? Sarkozy, il en a parlé. Ouais, il a parlé des retraites chapeau, il a parlé de tout, il n'a rien fait là-dessus. Bon, je ne sais pas de quoi il a peur, pourtant il semblait avoir du courage, ça il n'a pas bougé. Et le dernier qui a été interrogé là-dessus, bien sûr, c'est François Hollande, et ça nous intéresse beaucoup sa réponse. Que dit François Hollande? Ah, François Hollande, il fait une réponse de politique en disant oui, nous, on n'aurait jamais voté cette loi, mais aujourd'hui, ça nous paraît compliqué de la modifier, etc. En voilà un autre, sauf s'il change d'avis d'ici là, en voilà un autre qui ne fera rien. Très franchement, il est impératif d'abroger cette loi et quelques autres sur le monopole des biens de consommation, etc. On y reviendra. Mais celle-là, elle nous met dans le mur, d'accord, et les générations futures qui viennent. Et voilà, nous, eh bien, on l'abrogera cette loi. Je ne sais pas si on aura les signatures, mais en attendant, pour ceux qui croient qu'on n'a pas un programme, en voilà un des axes forts, en plus de la reconnaissance du vote blanc. À vous de voir, et n'oubliez pas, il a mérité. Votez un max. Votez blanc. Bonsoir mon petit Richard. Bonsoir Max, bonsoir tout le monde. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que c'est mon directeur de campagne, le webmaster de la TV1? Bon, lui aussi, il est pratiquement de la première heure avec la TV1. Hein, et... ouais, 2008. Ouais, 2000, ouais. 2008, hein. Campagne municipale 2008. À l'origine du direct quand même. Hein. À l'origine du direct. Oui. Et puis, ben, il joue le jeu de la campagne, c'est pas pour lui déplaire. On est en plein dedans, les journaux se régalent. Avec Ciné Hebdo, on a de quoi se marrer aussi. J'avais encore moi un peu les couvertures de Ciné. Ah, Ciné Hebdo, moi j'adore la couverture de cette fois-ci. Des proches auraient dit, c'est net, c'est sobre, ça vole suffisamment bas pour que les vulgaires trouvent ça grossier. Yeah, ouais. Mais c'est vrai que la campagne vole bas. Moi, je trouve qu'elle est loin des préoccupations de tous les Français. Je l'ai dit au ras du gazon, dans mon courrier de demande de parrainage. On en est loin, très très loin. Et là, dernièrement, là, la mise en scène de Sarkozy, je ne sais pas si ça vous a rassuré. Non, enfin bon, voilà. Pour moi, c'est nos commandes, c'est un discours électoral sans être candidat. C'est quelqu'un qui ne se présente pas mais qui dépense, je ne sais plus, on a dit aujourd'hui les chiffres, c'est 6 millions d'euros par jour pour ses déplacements, Ouais. aux frais de l'État. Ouais. Alors aux frais de l'État quand tu es président de la République, c'est bien. En pleine période électorale, moi je trouve que c'est aussi malvenu que de dire je ne me présente pas parce que les Français ont d'autres soucis. Non, mais c'est pas ça, c'est que les Français, ils n'arrivent plus à boucler la fin du mois. Au 20, il n'y a plus de rond, quoi. Ils ne peuvent plus bouffer. On en est là. Je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte. Non, alors, ils s'en rendent compte ou ils s'en rendent pas compte, bon, on verra. Non. Ils sont élus, ils ont de quoi nourrir leur famille, et pendant 12 générations, ça les dépasse. Il faut qu'on les ramène dans le monde du réel.
c'est le principal axe de la campagne, et notamment je fais allusion au traité des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Revoyez-le, regardez ce qui est écrit. Il est écrit que les gens, eh bien, ils ont le droit, ils sont en droit de pouvoir nourrir leur famille. On s'en fout qu'il y ait des milliardaires. Que tout le monde puisse manger un peu à sa faim, de s'occuper de sa famille, de les envoyer à l'école, tout ça. C'est ça qui est écrit dans la Constitution. Vous l'avez perdu de vue. Aujourd'hui, si on vote blanc, c'est pas qu'on ne veut pas voter. Ah, c'est un non-choix, c'est un non-choix. C'est Voilà, pas un non-vote, c'est un non-choix. Aujourd'hui, c'est un non-choix. C'est qu'il n'y a aucun candidat qui nous semble sain, honnête, de bonne foi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? On a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a pas un seul candidat, en partant de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, en passant par le centre, il n'y a pas un seul candidat qui réponde aux aspirations des Français, en tous les cas d'une certaine catégorie de Français. Ça veut dire que ces gens-là, ils vont quand même être élus avec un minimum de voix, avec un minimum de gens qui se déplacent aux urnes. Ça va jusqu'à ce que les gens ne s'inscrivent même plus sur les listes électorales. Mais oui, mais ça leur va bien. J'ai l'impression que ça leur va bien. Les abstentionnistes, ils n'ont pas de vergogne. Qu'est-ce que c'est un abstentionniste pour eux? C'est un feignant qui préfère aller à la pêche. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect de la démocratie. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect des gens qui se sont battus pour le droit de vote. Et on les montre du doigt alors que ce sont des gens Et puis surtout, c'est aussi quelqu'un qui de toute façon ne représente rien pour eux puisque ce n'est pas une voix. Voilà, mais ils ne sont pas en peine de se culpabiliser par rapport aux abstentions. Voilà, non. Et ils pourraient se culpabiliser par rapport au vote blanc. Là, ils pourraient se culpabiliser. Seulement, ils ne sont pas idiots. Ils ne le comptabilisent pas, le vote blanc. Alors, il peut y avoir 90% de vote blanc. Vous ne le saurez pas. Ils sont élus, eux, quand même, avec 55, enfin plus de 50% des voix. Oui, même si ça représente personne. 55 de ce qui reste. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire un petit balayage des sondages. Alors, sondage élection 2012, c'est, tu sais, le site sur lequel je vais régulièrement et qui fait un balayage de toutes les candidatures. Il y a un bon donc Marine Le Pen 41,3. Alors, non, ça c'est notre sondage à nous. C'est le sondage à TV1. Le sondage à TV1. Marine Le Pen 41,3, Max Blanc 28,26, donc le candidat du blanc. Sarkozy 15,22, Mélenchon 6, Bayrou 4,35, Hollande 2,17, ça c'est chez nous. Et Villepin 2,17. Bon. Le sondage est très récent. Et, à TV1, c'est pas très représentatif. N'est pas pour le moment. Il va le devenir, mais pour le moment, bon. La liste en France des sondages officiels. Alors j'ai pris les trois principaux, les trois qui sont à 2 chiffres, hein, parce que les autres après elles ne sont pas. Sarkozy, sur les sondages, alors toujours, on redit ce qu'on dit toutes les semaines, mais ceux où vous n'êtes jamais invités, c'est-à-dire où on ne nous demande jamais notre avis à nous, c'est-à-dire tous les organismes de sondage officiels. Sarkozy oscille entre 23 et 26, Hollande entre 27 et 34, et Le Pen entre 15 et 20. Voilà, ça c'est ce qu'on nous annonce officiellement. Ouais, les maintenant, sondages, il y a un... Il faut que... Qui c'est voilà, qui a encore BVA, Sofres, machin, etc. Maintenant, il y a un site de sondage qui est sérieux, qui ressort sur Internet et qui, lui, met en ligne un sondage chaque semaine sur la campagne. Donc, ce n'est pas un cumul des voix, il recommence toutes les semaines pour voir la température. C'est www.2012-présidentielle.com. Vous pouvez voter chaque semaine. Et chaque semaine, on voit s'il y a une évolution ou pas. Alors, la semaine du 24 janvier au 26 février... au 26... 24 janvier au 26 janvier, pardon, excuse-moi. Du 24 janvier au 26 janvier... Ça fait pas une semaine, ça fait 2 jours. Ça fait 4 jours. 4 jours, 24 au 26. 24. Ouais, je sais pas, enfin, c'était marqué du 24 au 26. Donc peut-être effectivement que c'est que sur 2 jours dans la semaine, entre le moment où ils le mettent en ligne, etc. Mais peu importe. Peu importe la durée d'ailleurs, c'est sur 4645 voix. D'accord? Donc même si c'est que 2 jours. Donc Marine Le Pen, 34%, François Hollande, 28%, Jean-Luc Mélenchon, 13%,
Nicolas Sarkozy 11, François Bayrou 8. Donc voilà, ce sondage-là, il est remis en ligne chaque semaine et refait chaque semaine. Donc c'est intéressant parce que on voit, pour donner une idée, la semaine dernière, Nicolas Sarkozy devait être aux alentours de 15 sur le même site, Ouais. sur le même sondage. Il a perdu, là. Donc il a perdu. Donc regardez sur ce site, c'est intéressant parce que en plus vous avez tous les sondages qui sont affichés semaine par semaine. Donc on voit bien la tendance et l'évolution. On pourrait presque faire des courbes. Voilà. Donc voilà pour les sondages. Bon, on s'aperçoit que la démonstration, c'est que les sondages que vous retrouvez sur Internet et où les gens votent de manière récursive, on se retrouve avec des pourcentages qui n'ont rien, mais absolument rien à voir avec ce qu'on nous annonce à la télévision, dans les médias, dans les journaux, Dans les grands etc. médias. Hein, ça n'a rien à voir. Marine Le Pen, 34%, bon, voilà, on ne peut pas prendre de parti, mais... Non, mais on a bien compris. C'est pas le but, hein. Voilà. On verra bien à la fin qui c'est qui était le plus près. On verra on bien à la fin qui était le plus près, ça c'est une évidence, mais est-ce qu'on ne cherche pas, en nous annonçant des taux qui correspondent à rien, mais ça, à nous influencer? Ça, on ne peut pas le savoir. Est-ce qu'on ne cherche pas en nous disant, par exemple, on ne va pas faire un procès d'intention. Non, mais je parle d'un procès d'intention aux organismes de sondage. Est-ce qu'on n'essaye pas d'influencer l'opinion des gens? Ça, je l'ai déjà dit dans une première vidéo, c'est que les grands médias ont orienté le débat Sarkozy-Hollande. Ils veulent voler en fait le débat aux Français avec d'autres candidats. Ouais. Mais ça, c'est... Je vous dis, allez voir un film qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, et vous comprendrez comment ça marche. Bon, voilà. Alors maintenant, on a le dossier de la semaine, c'est le dossier dont je voulais parler la semaine dernière, c'est les retraites. Les retraites, on nous bassine depuis un petit moment, on nous a augmenté l'allongement des cotisations. L'allongement des cotisations, parce que, soi-disant, ça suffit plus pour payer, etc. On vit de plus en plus vieux. On vit de plus en plus vieux, certes, mais pour moi, c'est un mensonge éhonté. Aujourd'hui, qui peut lutter? Alors, je tiens à ce qu'on soit bien clair, je vais parler de travail au noir. Je ne parle pas du travail au noir qui est en France, des gens qui travaillent sans être déclarés ou qui le font comme ça. Je parle de travail au noir à grande échelle. Le travail au noir qui a tué les entreprises de photographie en France, qui a tué les entreprises qui fabriquaient des télévisions, qui fabriquaient de l'industrie textile, toute la technologie qui a disparu chez nous. On est encore détenteur de cette technologie, inventeur de cette technologie. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un fabricant de téléviseurs français? Même la voiture, on était pas mal en technologie. Même la voiture, mais enfin, la voiture, on en fabrique toujours. Ça finira par disparaître sans aucun doute. On est d'accord. Mais quand je parle de travail au noir, alors effectivement, les gens vont monter sur des grands chevaux, ça se joue à l'échelle interplanétaire, machin, etc. Mais si tu connais un plombier qui paye ses charges... Un artisan, en général. Un artisan qui paye ses charges... Il y a un autre à côté qui ne les paye pas... Combien de temps va tenir celui qui les paye? Il va falloir qu'il soit très très fort. Hein. Voilà. Ou alors il ne mange pas, il ne boit pas. Ça veut dire qu'à un moment, il va... Il fait que travailler. Soit il va bosser comme l'autre, c'est-à-dire sans payer de charges sociales, donc sans protection. Oui. Soit il va couler. Ah, c'est une évidence, surtout quand les charges sont de... Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces grandes entreprises qui payaient des gens à travailler avec des charges sociales, avec un niveau de protection sociale, et qui se sont battues d'un seul coup contre des nations entières qui travaillaient au noir? Oui, forcément, ils ont coulé. Qui ne payaient pas de charges sociales. Voilà. Chez qui les gens travailler sans couverture sociale, voilà. En même temps. Hein. Alors, aujourd'hui, notre président de la République nous a expliqué qu'on allait enlever les charges sociales aux entreprises, très bien, à la limite, je dirais pourquoi pas. Ah, tu arrives sur la TVA sociale, c'est ça? Voilà, et qu'on allait instaurer une TVA sociale. Mais une TVA sociale sur tous les produits, y compris les produits fabriqués en France. Alors, c'est très bien,
Mais les produits fabriqués en France, ils ont déjà des charges sociales qui existent. Bon, on va les supprimer peut-être. Mais pourquoi on ne laisserait pas le régime social tel qu'il est en France et on n'appliquerait pas une TVA, ou pas une TVA d'ailleurs, on n'appliquerait pas les cotisations sociales sur les produits qui arrivent de l'étranger. Je vais prendre un exemple. On appellerait ça une taxe. Pourquoi une TVA? Une taxe, des charges sociales. Des lunettes qui arrivent de Chine, n'importe quoi. En France, ces lunettes, la cotisation sociale, elle est, admettons, de 20 centimes par paire de lunettes. Okay. Elle représente 20 centimes par paire de lunettes. Les mêmes lunettes qui arrivent de Chine, il n'y a pas la cotisation sociale dessus. Elles sont forcément 20 centimes, 30 centimes, 40 centimes moins chères que ça. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si simplement on dit, bah voilà, ce produit, il arrive d'un pays où les cotisations sociales c'est zéro, où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de, où il n'y a aucun, on n'a aucun avantage pour la population, et ben on va appliquer les charges sur ce produit comme s'il était fabriqué chez nous. Et ces charges, elles vont servir à payer nos cotisations. Bah oui, maintenant, c'est très facile. Et maintenant, si ces pays-là décident de ne plus payer de charges en rentrant chez nous, ils augmenteront le niveau de vie de leur population en leur offrant la sécurité sociale, en leur offrant des écoles, en leur offrant des routes. Et à ce moment-là, quand ces produits seront en concurrence avec nous, avec les mêmes armes et les mêmes charges, effectivement, ils pourront arriver chez nous sur un marché équivalent avec les mêmes charges. Oui, donc je simplifie. Donc tous les produits qui viennent de pays où les charges ne sont pas appliquées, eh bien, il suffira d'appliquer à la douane le montant équivalent aux charges que ça représenterait, comme chez nous. Voilà. Alors, et pourquoi on ne le fait pas? Parce que, mais si on fait ça, ils ne vont pas acheter le métro, ils ne vont pas acheter le Rafale, ils ne vont pas acheter... Non, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a des agences de notation, on en revient à ce qu'on disait l'autre fois, ces agences de notation, pourquoi elles ne créent pas des barèmes? Parce qu'effectivement, certains pays ont des avantages que d'autres n'ont pas, etc. Donc, il n'y a pas le même niveau dans tous les pays. Est-ce que ces agences de notation ne sont pas capables de dire, ben voilà, il y a un niveau de 0 à 100, un pays qui arrive de tel pays, un produit qui arrive de tel pays, le niveau de taxe est de tant. Un produit qui arrive de tel autre pays, le niveau de taxe est de tant. Ça serait beaucoup plus utile de faire ce type de notation. Voilà. Ça serait beaucoup plus social. Ça serait beaucoup plus social. L'intérêt, le deuxième intérêt, c'est que les pays qui n'ont pas de charge sociale ou pas de protection, peut-être, on peut être utopiste, mais on peut imaginer que ces pays demain aient envie de monter le niveau. Ben oui, c'est à souhaiter. Pourquoi ces pays-là importeraient chez nous et que ce qu'ils importent, ça sert à payer la sécurité sociale d'autres gens? Ils vont dire, ben non, tant qu'à faire, si on nous taxe jusqu'à concurrence d'or, on va augmenter... non, mais on a très bien compris. Voilà. On a très bien compris, mais le pan de l'histoire que tu oublies, c'est qu'il y a un marchandage qui est fait. Vous nous achetez nos machins au prix fracassé sans les charges, mais en même temps, eh bien, on va vous acheter le Rafale, l'usine, le métro. Et c'est ça l'histoire. Je suis d'accord avec toi, Max. Mais et c'est ce qu'il ne faudrait pas faire, en fait. C'est un marchandage bidon. Parce que on sait très bien que ces pays à qui on vend des centrales nucléaires, à qui on vend des Boeing, à qui on vend des TGV, à qui on vend des routes, des ponts, bientôt, ils vont nous fournir des satellites. Ils vont nous fournir des routes, ils vont nous fournir des ponts, et c'est eux qui vont nous vendre les TGV. Oui, parce qu'ils sont capables de les fabriquer sans charge sociale. C'est même pas ça, c'est qu'on leur fournit la technologie. On leur fournit la technologie en même temps. Donc, il ne faut pas rêver. On a inventé la télévision. On ne la fabrique plus. On a inventé les appareils photo. On ne les fabrique plus. On a inventé la radio. On a inventé les piles. On a inventé tout un tas de choses en Europe. Le téléphone, les machins. Aujourd'hui, moi, je vois des appareils qui viennent systématiquement de pays où il n'y a aucune protection sociale. Chaparder. Et tous ces produits-là n'existent plus chez nous. Voilà. Merci, merci la politique. Merci la politique. Il y a un autre sujet dans le régime social, c'est toutes les entreprises qu'on achète en France et qu'on délocalise.
Bah pour oui, ça. partir dans des pays où, de la même manière, Ça, de la même manière, il n'y a pas de protection sociale. Si on bloquait ces entreprises, c'est-à-dire que le gars il veut partir, il emmène l'entreprise, d'accord, simplement en France, on bloque le matériel, la marque, le nom qui nous appartient, pardon, oui, le brevet. oui. Donc voilà, on ne pourrait plus, Exporter la technologie et le brevet. Ouais, bon. voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? À boire. Ouais. Ça va? Un verre d'eau. Un verre d'eau ou un verre d'autre chose, quoi, qui ressemble. Bon, Mais bah, bon, tu écoute, comprends le principe. Hein. oui, oui, c'est encore une mesure parmi des centaines de mesures que malheureusement nos politiques ignorent, occultent. C'est ce que je dis dans mon courrier de demande de parrainage, c'est que je veux remettre les sujets occultés par nos principaux candidats à la surface. Parce qu'on nous détourne on nous détourne toutes les vérités, quoi. Ouais. Alors que les mesures, elles existent, elles ne sont pas approchées et pour cause. C'est que, voilà, on ne travaille pas pour l'intérêt général, je le regrette, mais pour des intérêts très individuels, pour des banquiers, pour des technocrates. Et D'ailleurs, pour c'est eux, c'est même pas nos politiques. Et En pour des plus, intérêts qui nous dépassent en plus. voilà, qui nous dépassent. Et pourquoi le vote blanc? Moi, je dis, c'est que pour moi, la politique a cédé la place à la finance. On n'a plus un pouvoir politique à la tête de l'État. On a un pouvoir qui est à la main de technocrates et de banquiers. Voilà. Alors c'est tout? Ah non, c'est mal. pas tout, non, on avait... toutes les semaines, on parlait d'un candidat, mais là, maintenant, Ah oui, un peu de mal à parler. ah, on va essayer. On va essayer. Donc tu as choisi Oui, un autre François. Voilà, cette semaine, un autre François, c'est François Bayrou. Alors François Bayrou, il a une petite carrière quand même, par rapport à François Hollande, c'est un autre François. Il a une petite carrière, puisque ministre de l'Éducation nationale sous trois gouvernements différents, Ouais. d'accord, député des Pyrénées-Atlantiques depuis 1986, ancien député européen et conseiller du président du Parlement européen. Il a été 2 fois président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, conseiller municipal de Pau, bon voilà. Il a été aussi président du parti CDS, Force démocrate, de l'UDF et du mouvement démocrate qu'il a fondé. Voilà, encore un qui a de quoi nourrir sa famille et pendant X générations. Ouais, je sais pas, on le fait souvent passer pour ce qu'il n'est pas. C'est un peu, tu sais... En attendant, par rapport aux deux précédents candidats dont tu nous as fait, pareil, la synthèse, lui, il a déjà prouvé. Il a déjà prouvé, oui. Les autres, ils ont tout approuvé. Je ne sais pas s'il est meilleur que les autres, je n'irai pas jusque-là. Alors, mais, est-ce que son passé de ministre, lui, le sert ou le dessert? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'au premier tour des élections présidentielles de 2007, il réunit quand même 18,57% des suffrages au premier tour. Oui, mais il a eu une attaque en force par Sarkozy Oui. pour affaiblir son mouvement, hein, puisqu'il y a eu un nouveau centre qui a émergé avec Morin qui culmine dans les sondages. Ça s'appelle quoi, culminer Eh bien, 0,001%. Ouais. Je ne me trompe pas là. Il est toujours candidat. Il est toujours candidat. Hervé, non, comment c'est? Hervé Morin, ouais. Ah ouais. Il est toujours candidat. Et puis, juste à la suite de ça, il a lancé son parti qui s'appelle le MoDem, successeur de l'UDF, dont il est le président. Alors lui, nous on a choisi le vote blanc, donc un non-choix et non pas un non-vote, je le répète. Par contre, lui, il a choisi le cumul, lui, PS, UMP. Donc lui, met tout le monde dans le même chapeau, c'est vous permettez l'expression. Et alors, normalement, ça doit sortir une couleur orange. Hein, c'est la couleur du modem en tous les cas. Ouais, alors, il y a du rouge, du bleu. Bon, l'orange, il
faut bien qu'ils mettent un peu de blanc pour ranger, non? Ouais, alors, la synthèse des deux partis, l'UPS et l'UMP, le slogan a été repris par le Front National, puisqu'elle avait déjà inventé, Marine Le Pen parlait de l'UMPS. Ouais. Donc, Ah bah lui, c'est peut-être lui l'inventeur, en fait, de l'UMPS. L'UMPS, oui. L'inventeur de la mayonnaise. C'est-à-dire qu'en fait, le problème Va-t-elle le prendre? le problème de Bayrou, à mon avis, c'est qu'il a 50% de gens de gauche et 50% de gens de droite. Donc ça veut dire que si... Il a deux mains, si, quand il serre les mains. Mais non, c'est un gros problème pour lui, parce qu'en étant au centre, si il donne ses voix à la gauche, il perd toutes celles de droite, et s'il donne ses voix à la droite, il perd toutes celles de gauche. C'est ce qui lui est arrivé la dernière fois, et où il perd la moitié de ses commandant ou capitaine, ou comme tu veux. Mais en même temps, il est dragué à droite, il est dragué à gauche. Tout le monde lui fait les yeux doux, parce que quand même, bon, 15%, même peut-être plus. Bah, la dernière fois, 18,57. Alors là, on ne sait pas. Non, là, maintenant, il n'est pas... Dans les sondages, maintenant, il n'est pas... Ah non, c'est pas bien, ça. Pardon. Dans les sondages, maintenant, non, c'est pas top. Il est à 8. Hein. Ouais, il doit être... 8, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus l'audience qu'on offre aux autres candidats, je trouve. Hein. Je trouve qu'on parle beaucoup d'Hollande, on parle beaucoup de Sarkozy, mais ouais. Bayrou... Mais surtout Sarkozy, on en parle beaucoup, mais il n'est pas candidat. En plus, ça aussi, je l'ai dénoncé. Comment se fait-il qu'on ne prenne pas à son propre jeu? Ne parlez pas d'un candidat qui ne se présente pas. Moi, je me présente, on ne parle pas de moi, par exemple. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Pas le seul. Bon, mais c'est tout. Ouais, tu as bien travaillé, mon petit Richard. La prochaine fois, c'est quoi le sujet? La prochaine fois, je sais pas, on va voir, on va faire... C'est pour dire que tu manques pas de grains à moudre. Non, c'est bon, on n'en manque pas. Sujet pléthore. Et c'est bizarre parce que on ne sort pas de l'ENA, on arrive à expliquer les choses simplement et à trouver des parades. Alors pourquoi les politiques ne les trouvent pas? Voilà. J'espère obtenir 500 signatures et de mettre dans le débat ce type d'intervention, de parade. Allez, on va passer aux sorties. Ah oui, pardon. Merci Jean-Marc, notre petit clip du sponsor. Donc si la garantie de la banque, c'est un privilège de prêteur de deniers, dans notre jargon PPD, procuration sous seing privé, si c'est une hypothèque, procuration authentique. Bienvenue au cabinet Procom Conseil. Mon diplôme de notaire et mon expérience dans le notariat m'ont amené à ouvrir Conseil, spécialiste du conseil et de la transaction dans le secteur commerce et entreprise. J'ai pour mission de rapprocher vendeurs et acheteurs, auprès desquels je m'inscris comme interlocuteur unique dans les démarches suivantes. En ce qui concerne le vendeur, audit et évaluation de l'entreprise ou du commerce. En ce qui concerne l'acheteur, recherche d'une affaire, recherche du financement auprès de mes partenaires banquiers, élaboration du plan de financement et du bilan prévisionnel. Ma mission commune aux deux parties, rédaction d'un avant-contrat et du contrat définitif. Je fais partie du réseau national Procom, qui met à ma disposition une logistique qui recense l'ensemble des affaires disponibles sur le territoire national. Vendeur, acheteur, vous pouvez tenter de faire ces démarches tout seul. Mais à mon avis et par expérience, rien ne vaut les conseils et l'accompagnement d'un expert. À bientôt. Bon, mais quelques sorties que vous pouvez découvrir sur notre agenda, qui défilent en première page. J'en ai sélectionné 2. Vendredi 3 février, 20h30 à Laudun, c'est dans le Gard. Alain Hiver chante Brassens. Je suppose qu'il va vous réchauffer. Et samedi 11 et dimanche 12 février, la fête des amoureux à Rocquemort. Donc elle est célèbre avec reconstitution des années 1868 et un festival d'orgue de barbarie. Entre autres animations. Si vous ne connaissez pas la fête des amoureux à Rocquemort, eh bien, elle est incontournable. C'est à voir au moins une fois.
Ah, il y a un truc qui est pas mal, si je peux me permettre, j'ai vu ça, je ne l'ai pas là, mais on en reparlera. Il y a le marché aux truffes à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Cherchez, c'est bientôt, là, et il y a un grand truc où tu peux manger, ils font des grandes tables, tu peux manger des truffes, oui, etc. oui, C'est génial. on a fait des reportages là-dessus. C'est génial. Allez-y, c'est génial. Voilà. Bon, ben, à mercredi prochain. Ciao. Au revoir et merci.